et à tous. Et bienvenue à ce workshop. Alors, je vais rappeler les différentes phases de ce workshop. Premièrement, nous aurons la présentation de ATPA. Ensuite, nous aurons un moment de questions-réponses et évidemment pas un moment de feedback et de feedback ou de critiques. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre orateur du jour et nous présenter son workshop. Merci. Ok, merci Mardoché. Bonjour tout le monde. Comme chaque vendredi, on fait des workshops. Aujourd'hui, c'est mon tour. Nous allons parler du no-code et low-code. Ok. Bon, pour vous expliquer c'est quoi le no-code et le low-code, nous allons passer par cette table des matières que nous allons voir en première position. C'est quoi le no-code? Quelle différence existe-t-il entre le low-code et le no-code? À qui est destiné le no-code? Les principes du no-code, ses avantages, ses inconvénients, les outils du no-code et le futur du no-code. Ok. Bon, avant de vous dire d'abord c'est quoi le no-code, nous allons mettre un peu les choses au point, parce que toute personne qui est dans le domaine de la technologie a une fois entendu parler du no-code, même s'il ne sait pas sincèrement c'est quoi le no-code. Mais c'est un domaine vraiment bouillant. C'est ce qui m'a poussé vraiment à choisir ce thème. J'étais un peu curieux de savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Le no-code, je vais vous dire, ça a presque toujours existé, mais vraiment ça a connu des étapes d'évolution. Parce que, qui sont marquées plus principalement par la création des sites internet, par la venue de WordPress, je crois, en 2003. WordPress a fait évoluer le no-code. Après, c'est venu la création des sites e-commerce avec Shopify. Et c'est venu dans la robotique, ainsi de suite. Maintenant, ce qui marque finalement la force du no-code et low-code, c'est la venue des géants de la technologie, comme Google, Microsoft et Amazon. Google avec son outil App Sheet, Google, on a Microsoft avec son outil App Platform et Amazon avec son outil Unicode comme ça. Vous savez, vraiment, quand ces trois géants de la technologie prennent quelque chose, forcément, il y aura de l'évolution. Maintenant, on va parler sincèrement de c'est quoi le no-code. Le no-code d'abord, on va commencer par définir c'est quoi un outil no-code. C'est quoi le no-code? Un outil no-code est une plateforme sur laquelle on crée des sites internet ou des applications web ou mobiles sans écrire aucune ligne de code. Et je vois que tout le monde est étonné, non? Mais ça va aller. On va voir comment ça se passe. Donc, quand on parle de no-code, le no-code, c'est le fait de créer des sites internet, des applications web sans écrire aucune ligne de code. En deuxième position, nous allons voir c'est quoi la différence entre no-code et le low-code, parce que sincèrement, on parle des deux choses ici. Le no-code, comme vous l'entendez, en anglais, pas de code. Et le low-code, comme vous l'entendez, faible code ou peu de code. Bien que ces deux systèmes de codage offrent les mêmes avantages fondamentaux, mais même à travers leur nom, on voit une différence essentielle en fonction de ces outils, quoi. Avec le no-code, en fait, dans les outils du no-code, ce sont des développeurs ou on va dire des citoyens qui arrivent à créer des sites internet qui n'ont aucune base dans le domaine de l'algorithme, dans le domaine de la programmation. Ce n'est pas parce que c'est seulement ces gens, mais les développeurs aussi peuvent le faire. On va développer un peu sur cette partie, sur le point suivant. Le low-code, ce sont des outils à faible code. Ici, il y a une partie qui est faite avec du no-code, mais il y a une autre partie qui est faite avec du code en ajoutant des scripts là-dessus. Les développeurs WordPress le savent très bien. Il y a des développeurs qui font que l'interface graphique, mais finalement, parfois, si on a besoin d'améliorer la chose, on a besoin des scripts PHP pour faire les choses, quoi. Bon, à travers ce graphe, je vais vous expliquer très bien c'est quoi la différence. Ici, nous avons les outils de codage qui sont là. Par exemple, le Java, le PHP, JavaScript, que nous, les développeurs, connaissons très bien. Et là, nous avons un graphe qui nous parle de no-code. Supposons que cet espace-là, c'est du no-code et l'autre, c'est du code. Ça, c'est pour les développeurs professionnels. Et ça, c'est l'espace low-code.
C'est-à-dire, le low-code, il y a une partie qui se trouve de l'autre côté. On peut faire 70%, c'est estimé comme ça. Et le low-code, dans le code, c'est-à-dire il y a un code de 20 à 30% qui est estimé, quoi. Je pense que cette partie, c'est compris. Si ce n'est pas compris, vous pouvez poser vos questions avant de passer. Hein. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? À qui est destiné réellement le no-code? Vous voyez, on est étonné. Le no-code est destiné à toutes les personnes, sans distinction de race, d'ethnie ni de genre. On va voir sincèrement ce qui est écrit avec les outils, à qui est destiné les outils no-code. Comme on l'a vu la différence, les outils no-code sont destinés principalement à différents utilisateurs qui évoluent dans différentes fonctions dans les entreprises technologiques. Ça peut être les commerciales ou les gestionnaires de projets comme Lucrèce, qui connaissent mieux les besoins des clients, des entreprises et les règles des entreprises, mais qui n'ont aucune notion, qui ont peu ou pas de connaissances dans le domaine de la programmation ou des notions de base dans l'algorithme. Ça peut concerner aussi les designers. C'est les designers qui font toujours des interfaces, mais des fois qui ont envie de réaliser quelque chose sans l'aide d'un développeur. Parce qu'avec les outils no-code, vous n'avez pas besoin de déployer votre plateforme, tout est fait de manière automatique. Donc si vous avez besoin de faire quelque chose très rapidement, vous pouvez utiliser des outils no-code pour le faire et ça va être très vite. Donc cette première catégorie de personnes, nous allons voir comment on les appelle dans le domaine du no-code. C'est ce qu'on appelle les citizen dev. Vous les voyez quand ils arrivent à faire un build, leurs premières applications, à danser, tout ça, quoi. Donc, est-ce que vous connaissez ici un groupe qu'on appelle citizen dev dans la salle? Si, carrément. Non. Mais d'ailleurs, c'est des exemples frappants. C'est des citizen dev, les gars. Allez, on fait du code. Code. Ouais. La deuxième catégorie, c'est les professionnels développeurs. Ça, si on prend l'exemple, les professionnels développeurs, c'est ceux qui ont les connaissances. C'est le contraire, au fait, des notions de base en algorithme, qui connaissent un peu le Java ou soit du PHP. Ça dépend de leur technologie, qui savent coder. Si on prend cet exemple, on va prendre Sadio, Makta, qui font du WordPress, mais en même temps qui savent écrire des scripts pour améliorer très bien les choses. Maintenant, en quatrième partie, nous allons voir c'est quoi les principes du no-code. Le no-code, au fait, ça se base principalement sur un système de conception via des modèles. C'est-à-dire quand vous venez sur les plateformes no-code, vous avez tous les templates presque qui sont là faits par des développeurs. Et c'est à partir de ces modèles que vous allez prendre et les customiser, arriver à faire des choses, quoi. Par exemple, j'ai fait un petit test avec un outil no-code, mais juste pour 5 minutes pour voir ce que ça donne. En moins de 5 minutes, j'ai eu à déployer vite le site. Juste, j'ai fait quelques modifications parce qu'il y a des templates de blog, de portfolio, tout ce que tu veux en quelque sorte. Maintenant, le principe, tout ça repose sur le système de glisser-déposer. Parce que tu n'écris aucune ligne de code, donc il faut aller prendre un outil qui est là. Genre, si tu fais du PowerPoint, au fait, tu prends quelque chose, tu colles et puis c'est généré automatiquement. Maintenant, c'est pas parce que dans les outils no-code, on dit que c'est du no-code qu'il n'y a pas de lignes de code en arrière-plan. C'est écrit, c'est parce que toi qui utilises les outils no-code, tu n'écris aucune ligne de code. Mais il y a des générations automatiques des lignes de code en arrière-plan. Parce que les machines, on sait très bien, c'est ce qu'ils comprennent. En cinquième position, nous allons voir les avantages du no-code. Sincèrement, les avantages du no-code. Il y a beaucoup d'avantages. Hein. Il y a le budget en première position, le budget. Parce que si nous prenons une application développée par WordPress ou par un autre outil no-code et une application qu'on développe avec du React.js où on a besoin d'une équipe de développeurs, ce n'est pas le même coût. C'est pas le même coût. Donc l'accessibilité, les outils no-code ici ont permis aux développeurs citoyens d'avoir des accès au code, à apprendre à faire des applications, parce que ça résout un plus grand problème. Je ne sais pas ici, mais par exemple dans les pays développés comme
la France ou l'Allemagne, les États-Unis, il y a ici un manquement de développeurs. Donc ils ont besoin à ce que les citoyens apprennent ces outils pour faire les applications les plus simples et il y a certaines personnes qui appellent les plus banales avec des outils no-code. Ok, le gain en productivité. Les outils no-code nous donnent suffisant, c'est très rapide, donc ça nous donne du temps à faire les choses très rapidement. Supposons pour faire une landing page, ce qu'un développeur lambda comme moi, ou Adama ou Paul intègre en quelques heures, un développeur WordPress qui a une petite connaissance fait ça en quelques minutes et sa page est également responsive. Ça trouvera nous, on se casse la tête jusqu'à présent. 2. Libère les pros des activités simples. Faire des activités de site vitrine. On te dit de coder ça tout le temps. Mon coach Bagnas, il va s'énerver. Et il va dire non, ça c'est trop simple. Ok? Donc c'est les activités simples, on laisse ça aux outils no-code, j'ai à faire un site vitrine. Pourquoi c'est casser la tête pour coder tout ça? Bon, on va passer à la partie suivante. Les inconvénients du no-code. Bon, trouver le bon outil. Parce que quand c'est trop, on se demande, il y a suffisamment d'outils no-code et c'est très abondant. D'après mes recherches même, je n'ai pas tout vu, mais il y en a beaucoup. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de fonctionnalité et d'évolution, même de design. Parce que c'est qu'un designer comme Maktar, il prend, il expérimente, il fait très bien, il peut améliorer toutes les choses. Quand il prend un thème, que tu es limité au fait. Tu ne peux pas faire toutes les choses, même si maintenant il y a beaucoup d'évolution, mais des fois ça manque. La maintenance. C'est un des inconvénients des outils no-code. Parce que les outils no-code ne sont... Tu n'as pas accès totalement au code. Donc il y a un problème de maintenance. Tu dépends en fait de l'outil. Donc quand l'outil lâche, tes applications partent avec l'outil, quoi. Même si de nos jours aussi il y a des outils, on est sûr à 95% ces outils-là seront toujours là. Et bon, c'est les trois inconvénients que j'ai pu prendre pour les outils no-code. En certaines positions, nous allons voir les outils LCNC. Ici, je parlais que du no-code, c'est parce que c'est presque les mêmes avantages, ça se base sur les mêmes principes. La petite différence, c'est ce que je vous ai expliqué. Les outils LCNC, c'est ce qu'on appelle les outils low-code, no-code. Ici, nous voyons quelques outils LCNC, juste pour, on va voir quelques étapes. On va voir les outils LCNC de création de sites internet. Nous avons le plus célèbre, WordPress, qui fait presque 60% des applications des sites internet qui se trouvent sur le web. Shopify, qui permet facilement de créer des sites de e-commerce en ligne sur la plateforme. Webflow, c'est aussi un CMS comme WordPress, mais plus simple. C'est même l'outil que j'ai eu à tester, juste, ça ne m'a pas pris du temps, je voulais juste voir. Donc c'est simple. Si tu réussis à faire quelque chose dans 5 minutes, c'est que c'est simple, quoi. Les outils LCNC de création d'applications mobiles. Bon, sincèrement, ce sont les deux outils qui ont commencé à me casser la tête pour dire il faut que j'aille vérifier. Parce que je voyais tout le temps un gars sur Twitter, un Sénégalais basé en France, et il nous parlait de ces outils, comment développer une application mobile en 2 jours, avec Adalo. Chaque semaine, il se faisait des challenges, il partage, quoi. Même si je n'ai pas appris ces outils, mais au moins je sais maintenant c'est quoi l'importance. On a Bubble, qui nous permet de créer facilement des outils no-code, des applications mobiles avec le no-code, Adalo, Glide. Par exemple, Adalo, ici, vous ne payez que lorsque votre application est déployée sur Play Store ou comment dirais-je, App Store. Merci. Les outils LCNC, j'ai cité les outils pour vous montrer que le no-code, ce n'est pas seulement dans ce petit espace où on le limite avec du WordPress. Mais le no-code, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est très vaste. Les outils LCNC de gestion des données. Nous avons Airtable. Airtable, c'est un outil qui gère un CRM, qui nous permet de gérer les to-do list, les gestions d'équipe, d'objectifs, tout ce tralala
ClickUp, je crois, ceux qui naviguent sur YouTube, ils ont une fois vu cette publicité. C'est un outil qui nous permet de gérer la gestion des équipes, des objectifs, les to-do list, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas expliquer ces outils à fond parce que j'ai fait que parcourir la grande page, je ne suis pas allé au fond. Les outils LCNC d'automatisation, ça ce sont les outils qui permettent de faire, quand on parle d'automatisation, on parle ici de faire les choses de la programmation, par exemple des emails. Vous voyez souvent des gens, ceux qui sont dans le marketing digital, ils savent de quoi on parle, qui programment des emails qui partent à tout le temps, genre des newsletters, mais ils ne sont pas là, quoi. Il y a Zapier qui permet de le faire, Integromat qui est un peu plus simple que Zapier. Même, ce sont les outils LCNC d'automatisation les plus répandus. Zapier est le plus grand patron avec ces outils. On a les autres outils LCNC, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, j'ai pris que quelques-uns. Il y a Seraphine qui permet aux juristes ou aux professionnels de gérer tout ce qu'on appelle le processus de signature, genre de la rédaction à la négociation, à la signature, jusqu'à la livraison des contrats. Donc, on a ici un autre outil qu'on appelle PandaSuite. C'est l'un des outils no-code qui est fait en français. Donc, si vous avez du béguin avec l'anglais, c'est le premier outil si vous voulez tester, PandaSuite. Lui, il nous permet de faire les deux à la fois, application mobile et web. Genre, il fait tout, quoi. Après, il y a Notion, que je connais un peu plus mieux. Notion ici, c'est l'un des outils que j'utilise, que ce soit pour la rédaction de mes articles, pour gérer mes roadmaps, genre mes objectifs, que ce soit du React, gérer tes tâches. Tu peux créer ton propre emploi du temps avec Notion. Genre, si tu fais une tâche la journée, tu crois que ça se fait automatiquement. Même la méthode Kanban peut être utilisée avec Notion parce que c'est un CRM aussi, ça permet de faire la gestion d'équipe. Tout ça, c'est inclus. Mais Notion, c'est un outil très, très complexe. Même moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir tout ce qui se trouve sur Notion. À chaque fois que je l'utilise, je vois qu'il y a des bonnes choses qui nous permettent d'évoluer toujours. Maintenant, ici, on a un diagramme aussi pour expliquer ces outils. Parce que ici, on va voir. Les outils no-code, il y a du bas niveau jusqu'au haut niveau. C'est-à-dire, quand on prend du bas niveau, haut niveau, c'est juste en fonction de difficulté. Parce que quand on parle de no-code, de low-code, c'est pas parce qu'on parle de low-code aussi que les développeurs citoyens ne peuvent pas l'utiliser. Ils peuvent faire les 70% ou 80% de l'application. Après, faire appel à un développeur professionnel pour faire le reste. Mais il y a des niveaux de difficulté. Dans toute technologie, il y a des niveaux de difficulté. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec ces outils, autant que l'outil devient simple, autant que vous avez moins de fonctionnalités. Parce que quand ça devient simple, ça devient... ça correspond, quoi. Donc, là, c'est juste au hasard, je l'ai pris. Je ne sais pas quels sont les outils les plus complexes ici. Genre, quand un outil est ici, de ce côté, vers le bas niveau, il est moins complexe. C'est-à-dire, il se rapproche plus aux citoyens dev qui n'ont aucune connaissance. Mais au fur et à mesure qu'il monte, il devient plus complexe et il nous offre beaucoup de choses. Maintenant, on va parler du futur du LCNC, des outils low-code et no-code. Parce qu'on ne peut pas parler des outils low-code et no-code sans parler de son futur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Sincèrement, c'est la plus grande question à se poser. Parce que c'est vrai que j'étais parti pour découvrir en ce temps, mais c'était une question. Pourquoi se casser la tête si dans une année, on dit un développeur React.js n'est plus intéressant? Donc, ce n'était pas important. Donc, on va voir quelques exemples d'abord d'utilisation. La SNCF, c'est la Société nationale française de semaine de fer comme ça, je crois que c'est le nom, a utilisé Power Apps. C'est la solution Microsoft de low-code pour créer une quinzaine d'applications low-code comme un système de réservation de voitures pour un centre technique, un catalogue de formation ou une application de traduction de langue.
Maintenant, on va voir Telstra. Telstra, c'est un géant australien de télécommunications qui utilise plus de 70 applications, notamment pour gérer les remontées d'incidents de ses techniciens. Toutes ces applications sont faites avec des outils no-code ou low-code. Maintenant, Toyota, que tout le monde connaît, Toyota, c'est le patron, je vais dire, dans tout ce que voiture, l'un des patrons, a développé plus de 400 applications utilisées par des millions d'employés dans le monde. Mais quand on parle du futur, ce sont les chiffres qui illustrent mieux, quoi. Et quelqu'un peut me donner, d'après tout ce qu'on a dit, un exemple là où il a utilisé des outils no-code ou low-code, s'il a un peu compris. Vous pouvez répéter la question? C'est un exemple d'utilisation dans sa vie courante où il a utilisé ces outils sans peut-être se rendre compte ou... De manière consciente ou pas? Oui. Ceux qui ont fait WordPress, déjà. WordPress? Quoi? WordPress, PrestaShop. Ouais. Shopify. Maintenant, l'outil qui... Moi, j'ai créé ça avec du code. Ok. C'est bien. C'est bien. Non, c'est bon, c'est une application. Hein? C'est une application mobile, j'ai envoyé le lien dans Discord. Ok. Vous avez Excel? Qui n'a pas utilisé Excel pour... Parce qu'il y a du low-code, parce qu'on peut faire des calculs, des générations automatiques de certaines choses. Genre, calculer ses dépenses avec Excel. On peut faire des choses là-bas sans écrire des codes presque. Juste des petits trucs, pas besoin de connaissances tellement. Ok. On va passer à la partie suivante. On va voir c'est quoi le marché du LCNC. Le marché du LCNC a augmenté de 20% pour atteindre 11,3 milliards de dollars en 2020. En 2021, ce marché a augmenté de 3% pour atteindre 23%, qui correspond à 13,8 milliards de dollars. En 2025, ce marché est estimé à 30 milliards de dollars. Donc il y a l'argent à se faire là-dedans. Hein. Voilà. Maintenant, ici, en 2024, il y a Gartner qui prévoit que le LCNC représentera 65% de l'ensemble des activités de développement des applications. Quand on parle de Gartner, c'est une entreprise américaine de conseil qui fait des études statistiques sur tout ce qu'on appelle, dans plus de 100 secteurs de technologie. Chaque année, ils font l'étude du marché, que ce soit sur le challenge, les entreprises prometteuses. Le futur, au fait, qu'ils calculent quoi. Maintenant, ça, on va voir la dernière partie. Vous voyez ici, j'ai écrit 100 millions. Je sais que vous vous demandez c'est quoi ces chiffres, mais je vais vous donner un petit indice. $100 millions. Quand on parle de l'argent, hein? 100 millions de dollars, même s'il y a un grand problème là-dessus, il faut savoir que ce marché, en fonction quand même de ce que moi j'ai vu, ce marché va exploser tôt ou tard. Donc, c'est pas ce que je vais dire. Il ne faut pas obligatoirement les mettre à côté et dire que ce n'est pas intéressant. Peut-être avoir un outil en poche et voir. Mais quand on est dans le domaine, il faut être prêt à tout. Et apprendre chaque jour. Parce que comme on le dit, dans toute chose, il faut être à temps. Voilà. C'est pour cela que j'ai pris une citation de Nelson Mandela qui dit: pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi deviendra votre associé. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas ces outils. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alba pour cette belle présentation. Merci. Comme il a dit, si vous avez des questions, il va les poser. D'accord. Il reste, ça veut dire des questions. Tu peux commencer. Ok.
D'accord. J'avais une question. Merci à toi pour ta présentation. Bon, j'avais plusieurs questions, mais à certaines, pendant ton exposé, tu as répondu. Et j'aimerais que tu reviennes. Je ne sais pas si je veux dire les informations que tu as données. Tu étais en train d'expliquer l'importance du no-code. Et tu disais que dans les pays occidentaux européens, il n'y a pas beaucoup de développeurs et voilà pourquoi ces outils ont, entre guillemets, explosé, poussé la population à être indépendante. Tu as résumé ça comme ça. Donc, sur quoi tu t'appuies pour le dire? Par exemple, tu as des chiffres? Je n'ai pas pris des chiffres, mais il y a des dates qui représentent. Par exemple, au temps de la COVID-19 a fortement participé à l'explosion des outils no-code. Parce que là, vous savez que tout était fait maintenant de manière distanciée. Donc, il fallait avoir des solutions très rapides. Et il n'y avait pas assez de développeurs pour ça. Donc, il fallait faire des choses très rapidement. C'est ce qui a causé réellement aussi, ça a participé aussi plus à l'explosion des outils no-code. Mais en termes de chiffres, sincèrement, je n'en ai pas. Par exemple, quand même, je crois en France, on dit à 500 000 comme ça développeurs, besoin de développeurs sur le marché. Bon, c'est ça. Bonjour. Bonjour, merci pour ta présentation. Merci. Vraiment, est-ce que je peux intervenir vite fait par rapport à... Je pense que le plus gros problème qu'ils ont en Occident, globalement, c'est que, comment dire, intervenir dans le domaine coûte très cher, énormément cher. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent eux-mêmes, ils recrutent en dehors de ces pays-là, soit en Inde, plus particulièrement ici en Afrique. Oui. Il y a beaucoup de jeunes Africains basés à Maroc qui sont en train de travailler pour des entreprises qui sont en France, par exemple. Et oui, c'est ça, hein, je pense que c'est plus à cause de la cherté en fait de développeurs. Voilà, de faire développer une application, que ça soit vers mobile. En tout cas, c'est quelque chose qui impacte. Parce que même sur ce point, si on prend, avant c'était la France, mais maintenant on remarque récemment l'arrivée de l'Allemagne qui débarque en Afrique, qui arrive à recruter des jeunes Sénégalais, des sociétés hollandaises qui arrivent à recruter ici des jeunes, que ce soit sénégalais ou binationaux. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant basées en Australie qui recrutent ici des jeunes. Oui, je disais que merci pour ta présentation. Ok, merci. Bien fait, les slides, c'est clair et avec une explication bien détaillée. C'est quoi le no-code? N-O-W. No-code? Oui, N-O-W. Ah, où ça est? C'est ton premier slide. Ah. Bon, désolé, hein. C'est une erreur de frappe. Désolé. À part ça, pour les développeurs de l'outil no-code, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur ça? Quand tu dis information, tu fais allusion... Par exemple, il y a ceux qui utilisent les outils no-code, ceux qui conçoivent les outils no-code. Est-ce qu'aujourd'hui, ce marché-là, il est grand ou bien il y a beaucoup de ressources dedans? S'il y a créer des outils no-code. S'il y a beaucoup de ressources, c'est pour cela que j'ai dit quelque part, le marché est abondé des outils no-code. Parce que quand il y a des développeurs, quand ils savent que c'est possible, ils se lancent, ils font les choses à fond. Donc, dire que, mais ça n'empêche pas, hein, toi aussi tu peux créer ton outil no-code, c'est un marché, si tu as été créé de la place. Mais quand même, il y a du travail à se faire. Parce que peut-être tu peux voir les challenges qui attendent quand tu arrives à utiliser les outils no-code. Quelles sont les limites? Tu peux toi-même penser à ce que tu peux faire améliorer. Tu es un développeur.